Donc on va parler des escape games, ce nouveau format donc, que l'on voit beaucoup proliférer par là, maintenant en mode beaucoup individuel ou de loisir, et qui est beaucoup utilisé également donc, par les structures d'art, d'histoire, comme nouveau moyen de médiation. Donc un escape game, c'est ces jeux grandeur nature, donc d'évasion. C'est des défis qui consistent à résoudre seul ou en groupe donc, des énigmes à base de logique, d'observation des objets présents dans la pièce, etc. Ça mobilise donc l'esprit d'équipe, la collaboration, la communication entre les collaborateurs. Et les structures, donc, notamment à travers les exemples que nous allons voir, voient dans ce nouveau mode de gaming donc, l'opportunité de valoriser leurs lieux, leurs collections, ou bien donc, des concepts. Et on va voir donc comment ils font. Donc, soit sous forme atelier, comme on va pouvoir le voir. Il y a également des formats exposition. Je pense à Luminopolis, actuellement donc à Cap Science à Bordeaux, que vous pourrez voir au Quai des Savoirs d'ici la fin de l'année. Donc on va tout apprendre de cette médiation atypique avec ses retours d'expérience et comment les reproduire. Donc que ce soit dans des lieux aussi divers qu'une bâtisse patrimoniale, comme on va le voir avec les Bastilles de Montflanquin et l'escape game Le 13e jeu, que ce soit dans l'exposition permanente d'un musée avec le musée Jean-Jacques Henner et leur escape game multimédia, ou bien que ce soit un escape game itinérant avec donc délire d'encre et panique dans l'espace. Ben voilà, c'est à vous. Donc du coup délire d'encre, si vous voulez bien commencer. Voilà, bonjour. Donc oui, nous avons mis en place un escape game. Donc je vais vous amener dans un endroit un petit peu dans le futur, puisque nous sommes en 2026. Donc c'est un futur proche. Et c'est Gilles, un astronaute, qui revient d'une mission autour du système solaire. Et durant son voyage, son vaisseau a subi... a eu des problèmes et donc il faut venir le récupérer. Et donc il a pu se mettre en orbite près de la station spatiale qui est désaffectée puisque 2026 c'est à peu près la date à laquelle elle va être désintégrée. Vous faites partie d'une mission qui doit aller récupérer Gilles. Donc en principe il y a un son qui est c'est pas grave. Donc normalement vous deviez entendre la voix qu'on entend dans la station spatiale. Alors un escape game, qu'est-ce que c'est? D'abord c'est une histoire, une immersion des participants dans un milieu fermé et il faut résoudre une énigme pour en sortir. Donc il faut bien comprendre que l'escape c'est un espace qui est fermé et il faut sortir. C'est un milieu inhabituel, et ça tombe bien puisque nous, on travaille beaucoup sur la littérature et la science et la science-fiction. Donc là, nous sommes partis d'un ouvrage de Christian Grenier qui s'appelle « Les Robinson de la Galaxie » et le passager de la comète qui retrace un petit peu l'histoire que nous avons remise sur notre escape. Donc, nous allons demander soit à des adultes, soit à des collégiens de se mettre dans la peau d'un astronaute qui va travailler en équipe pour sauver Gilles qui est en perdition dans l'espace. Cet escape a été créé pour plusieurs niveaux, soit des adultes, des particuliers, soit pour des scolaires. Donc, si on prend l'exemple des scolaires, on va leur demander de faire un travail en équipe qui va leur permettre de sortir du cadre scolaire tout en utilisant les données qu'on leur a apprises en cours. Alors, voilà un petit peu l'intérieur de l'escape. Donc, c'est un environnement complètement immersif, un décor avec le plus de détails possible, tuyaux, messages d'information, etc. Sur la salle, comme elle est dans l'espace, il n'y a ni haut, ni bas, ni côté. Les énigmes, on les retrouve partout.
On a essayé de reproduire au maximum l'intérieur de la station spatiale. Et pour ça, on a eu des contacts avec le CNES, la Cité de l'Espace, l'ESA, des astrophysiciens, etc., qui nous ont permis aussi de faire une énigme qui soit logique dans son déroulement, sachant que ça reste quand même une fiction. Hein. Voilà. C'est un projet qui permet donc de résoudre des énigmes. Pour les collégiens, on a fait le programme avec le rectorat pour que les énigmes soient en accord avec le programme scolaire des cycles 3 et 4. Il est adaptable pour le grand public, sachant que de toute façon, les scolaires sont aussi bons que le grand public. Hein, et ce qui nous a beaucoup plu, c'est quand on a une équipe de scolaires qui on a entendu « Ah, mais si, rappelle-toi, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière en chimie et en physique avec notre prof. » Donc ça, c'était pour nous une grande satisfaction. Donc voilà des scolaires qui ont travaillé. Donc on a aussi, dans le cadre du congrès des astronautes l'année dernière, travaillé avec un astronaute donc, qui nous a donné des conseils pour savoir comment on vivait dans l'espace, etc. Donc tout a été vraiment appuyé sur des données scientifiques correctes. Alors, le passage dans l'ESCAPE pose des questions qui ne sont pas forcément données dans le jeu. Et du coup, après le jeu, après le passage, il y a une partie débriefing auquel on répond, que ce soit aux adultes ou aux scolaires. Et d'ailleurs, on a prévu, surtout pour les scolaires, d'associer des ateliers pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Voilà, alors, au niveau de l'ESCAPE, ben, c'est un projet qui demande du travail en équipe. Donc, on a un groupe de 6-7 maximum. Je ne sais pas si vous, c'est à peu près pareil. 6-7. Responsabilité, écoute, partage des données qui sont quand même assez importantes, autant au niveau scolaire qu'au niveau grand public. Et on travaille beaucoup avec les entreprises pour le team building. La particularité de notre escape, c'est l'itinérance. Donc on s'était rendu compte que des escape games qui sont fixes, il en existe beaucoup. Il y en a un certain nombre à Toulouse, il y en a au moins une quinzaine, même plus. Il y en a dans des grandes villes, mais on s'est rendu compte que quand on allait dans des petites villes éloignées, on demandait aux gens, vous savez ce que c'est? Ou on en a entendu parler, mais on ne connaît pas. Donc, on a déposé un projet à la région qui nous a permis de créer cet escape itinérant. C'est un peu compliqué à mettre en place parce que par rapport à l'escape game fixe, on n'a pas de mur, on n'a pas de structure. Donc nous, on a acheté une tente, une grande tente, dans laquelle on a recréé de façon légère, puisqu'il faut que ce soit transportable, l'atmosphère de l'ISS, du mobilier qui est sur roulette, du son, de la vidéo. Donc ça demande pas mal de manipulation. Il faut compter à peu près une demi-journée de montage et à peu près une demi-journée de démontage pour le mettre en place. Et il a déjà été dans plusieurs endroits comme du côté de Perpignan, à Lavaux, à Mazamet, Auch, Cahors. Là, il est à Villeneuve et il va à la médiathèque de Foix à la fin du mois.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une connexion Wi-Fi qui soit correcte, une salle pour pouvoir le mettre, et voilà. C'est un projet qui évolue chaque fois, chaque jour, puisque nous avons toujours des améliorations à amener. Et puis là, notre objectif, c'est de créer une deuxième salle qui sera associée à notre ISS pour pouvoir accueillir un petit peu plus de monde dans l'escape. Voilà. Il y a peut-être, si on pouvait passer la vidéo, pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Bonjour, merci pour cette présentation. Juste une question concernant la durée de l'escape game et le nombre de demandes que vous avez de la part des scolaires par rapport à ce type d'animation. Alors, l'animation dure 45 minutes. Donc, on compte 1 heure parce qu'après, il y a une période de débriefing. Il faut compter 1 heure, 1 heure et demie. Pour l'instant, nous pouvons mettre 6 à 7 personnes à l'intérieur, ce qui pose quand même des problèmes au niveau scolaire, puisqu'il faut pouvoir arriver à avoir une classe entière. Donc, ce que nous faisons, c'est une deuxième salle qui va pouvoir accueillir 6 ou 7 personnes de plus. Et nous allons mettre des ateliers. Nous sommes en partenariat avec une autre association qui va faire des ateliers sur les métiers de l'espace, les différentes recherches scientifiques qu'il y a dans l'espace. Comme ça, on pourra accueillir une classe entière. Très bien. Et la demande vient des enseignants en physique Oui. Oui. Il y a beaucoup de demandes actuellement ? Pour l'instant, nous sommes allés dans 4 ou 5 établissements scolaires. Il faut dire que l'escape n'est pas fini depuis très longtemps. Très bien. Merci. Moi, j'en avais une un petit peu. Vous avez dit du coup qu'il y avait 7 participants à peu près par session, oui. Sur des grosses classes du coup qui peuvent monter parfois jusqu'à une trentaine d'élèves. Vous faites une succession de 3/4 d'heure du coup de l'escape game. Comment ça se... Ça s'arrange au coup par coup, je dirais, avec les établissements, les enseignants. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire la deuxième salle, pour pouvoir accueillir plus de jeunes. Parce que du coup, ça mobilise effectivement une après-midi. Et c'est assez compliqué au niveau des collèges ou des lycées, parce que, si vous voulez, une classe, il faut 4 heures. Oui. Et au niveau des programmes, c'est compliqué, de l'emploi du temps, c'est compliqué. Mais c'est vrai que le format inédit, j'imagine aussi, l'appétence pour ce type de médiation les pousse peut-être aussi à essayer de bousculer leur emploi du temps pour venir le faire. Oui, je vois par exemple le lycée de Mazamet. On s'est organisé sans problème et on a fini par faire la séance pour les enseignants. Qui n'ont pas été meilleurs que les jeunes. Une dernière question peut-être ? Oui, allez. Et alors, du coup, hop, on a à peu près
quelques minutes pour finir les questions. Bonjour, j'ai une question donc, pour Délire d'encre, mais qui vaut aussi, j'ai envie de dire, pour les autres participantes. Quel est le coût de la création de cet escape game ? Ouais, je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, le nôtre a été assez onéreux puisqu'il a fallu avoir une structure qui soit itinérante. Donc ça demande du matériel léger. L'ISS, ça demande pas mal de technologie. Donc il a été assez coûteux. Combien ? Je dirais dans les 20 000 euros. Nous, dans la création du jeu, en fait, on différencie deux choses. Toute la partie communication qui nous a coûté aux alentours de 14 000 euros. Et la partie création du jeu, nous sommes à 12 000 euros. La partie conception. Nous, pour notre part, c'est un peu différent. Je vais vous l'expliquer après. C'est un partenariat qui nous a permis de le faire, si ce n'est gratuitement, du moins plus facilement qu'avec le budget qu'on a. Il y a une dernière question, peut-être. Combien de temps ça vous a pris en tout pour réaliser du début de l'idée jusqu'à la première? 1 an. Et il faut savoir qu'on s'est beaucoup documenté. Donc notre médiateur qui en est responsable, je crois qu'il a passé plus de 200 heures à visionner des images de l'ISS. Ensuite, il est allé passer des journées entières au CNES, il a passé des journées entières à l'IRAP, à la Cité de l'Espace pour avoir de la documentation. Donc ça demande beaucoup de documentation pour avoir quelque chose de à la fois ludique, mais documenté et sérieux. Alors, les gens du CNES sont venus le tester. On a passé le cap. Le rectorat est venu le tester. On a passé le cap. Donc, oui. Oui, bonjour. Je me demandais, est-ce que vous avez un game master qui, entre guillemets, surveille et qui peut aider les élèves s'il y a besoin ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc il y a forcément un game master, toujours. Surtout que nous, il y a quand même pas mal de technologies dans le jeu. Et je dirais même il faut être 2. Donc il y a 2 personnes qui accompagnent l'escape. Et ils sont bien en dehors de la salle ? Ils sont en dehors de la salle, ils surveillent parce qu'il y a des caméras à l'intérieur, donc ils voient ce que les gens font, où est-ce qu'ils cherchent. Et s'ils voient qu'ils partent vraiment ou qu'ils ne trouvent pas, plutôt que de les laisser attendre bêtement, ils leur donnent quelques petits conseils. Merci. Très bien, on va passer à l'intervention suivante maintenant avec Eva Gallet, donc chargée de communication au musée NR, et Lucie Révélin de la médiation, donc pour l'escape game, le saut des héritiers, excusez-moi. Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. Nous, donc, on vient de Paris, donc à Toulouse, pour vous présenter l'escape game en avant-première, parce qu'on le fera au Community Manager à Paris en juin. Donc Toulouse, c'est une première. Je vais peut-être vous présenter rapidement le musée Jean-Jacques Henner, parce que même à Paris, on n'est pas très très connu. Donc le musée Henner est situé dans le 17e, donc c'est le seul musée du 17e, c'est un musée national. Monographique, donc qui présente la peinture de Jean-Jacques Henner, qui est un peintre du 19e qui a été un petit peu oublié. Et c'est un musée qui a eu pas mal de phases de travaux, de fermeture et ouverture ces 10 dernières années, et on a rouvert définitivement cette fois-ci en mai 2016, donc avec l'ouverture de nouveaux espaces comme ce que vous voyez en photo, qui est notre jardin d'hiver, et avec du coup une stratégie un peu renouvelée. Parce qu'en fait, on a un tout petit musée, on a donc 16 000 visiteurs en 2017, ce qui est peut-être la plus basse fréquentation de musée national à Paris. Et notre force, nous, c'est notre programmation culturelle. Donc, c'est de programmer beaucoup d'événements pour faire venir les gens, les fidéliser et qu'ils aient un lieu comme ça dans le 17e culturel en repère. Et l'escape game, du coup, s'inscrit naturellement dans cette dynamique. Donc le musée, donc ce que je vous disais, c'est
bon, on a un problème de fréquentation naturelle, un problème de visibilité également, parce qu'on est un tout petit musée avec des moyens humains et financiers quand même très restreints. Et du coup, l'escape game arrive après en fait, un jeu de piste multimédia sur tablette qu'on a mis en place donc presque après la réouverture, en été 2016, grâce à une étudiante qui est venue nous chercher, qui devait faire son mémoire de fin d'études dans une société qui s'appelle Happinov, qui est une société de gamification, donc qui développe des jeux, dans le but d'en faire des team building. Et du coup, cette étudiante devait faire en travail de fin de mémoire un jeu de piste, et elle a choisi le musée NR. Donc on a eu un jeu de piste comme ça pour les enfants, très orienté médiation, qui présentait le musée, etc., qui marche très bien, même pour les adultes. Mais il nous manquait quand même un outil numérique de visite un peu ludique pour les adultes. Et la société Happinov, dès notre première rencontre en fait, en 2016, nous avait parlé de créer un escape game dans le musée, ce qui a mis du temps à se réaliser, puisqu'on a fait la première le 6 avril. Donc il y a eu quand même presque 2 ans entre l'idée et la mise en œuvre, simplement parce que, en termes de temps, il suffisait juste de lancer la machine. Donc, on avait plusieurs enjeux quand on a lancé l'escape game, donc l'outil de médiation, bien sûr diversifier le public. On a un public de musée assez classique, 19e, donc des gens très cultivés, de plus de 45 ans en général. Et on a un mal fou, comme à peu près tout le monde, à toucher et les adolescents et les jeunes adultes. Donc l'escape game, là, c'était vraiment l'outil parfait pour essayer d'aller chercher ces publics qui sont sinon très compliqués à atteindre avec les moyens qu'on a. Et le troisième enjeu, qui est du coup un peu moins probant maintenant, parce que là, on est tombé en plein milieu d'une apparition d'escape game à Paris, et dans toute la France, dans les lieux culturels, mais c'était vraiment d'essayer de proposer quelque chose d'innovant pour faire connaître le musée, ce qui n'est pas facile en dehors de ça. Donc le jeu, alors là je mettrai peut-être la vidéo pour essayer de ne pas faire un long discours. Est-ce que vous l'aviez envoyé du coup? Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, voilà, impec. C'est ça. Non, dans le dossier vous étiez tout à l'heure. Donc comme ça, au passage, vous avez pu apercevoir les espaces du musée. Donc le musée, c'est un musée-atelier dans un hôtel particulier du 19e siècle aussi. Donc un tout petit musée, on peut accueillir 100 personnes à un instant T normalement. Donc c'est vraiment une sorte de maison. Et du coup, l'escape game prend place dans tout le musée, dans tous les espaces muséographiques. Bien sûr, la porte n'est pas fermée, donc les gens peuvent sortir quand même. Mais l'idée, c'est quand même de réussir à s'échapper en 1 heure du musée. Donc le scénario, il est assez classique, en fait, part du principe que Jean-Jacques Henner, le peintre, maîtrisait les esprits, et qu'il a un esprit qu'il n'a pas réussi à maîtriser, qu'on avait enfermé dans une prison, et que la prison s'est ouverte, que l'esprit s'est échappé, qu'il faut refermer la prison et retrouver l'esprit. Donc l'esprit, c'est un personnage d'un tableau, on ne sait pas lequel, et en fait, c'est le but de l'escape game, c'est de retrouver le bon tableau. Donc l'escape game se présente donc, à la fois avec un iPad, qui est l'outil principal du jeu, mais aussi avec des outils papier, donc un petit livret et un plan du musée, donc, où il y a beaucoup de symboles, et il y a des choses à faire avec tout ça. Mais c'est vrai que le jeu est développé principalement sur tablette. Donc les avantages, c'était déjà d'avoir un outil multimédia, mais aussi de ne pas toucher aux collections. Donc tout se passe via la tablette, les participants le savent très bien dès le début. Et du coup, ça a permis de faire accepter l'escape game très rapidement par la direction et notamment par la conservation. Donc les équipes sont formées de 2 à 4 personnes pour nous. Les gens réservent un créneau à l'avance.
Et du coup, ils arrivent, je pense qu'il y a plusieurs équipes en même temps qui arrivent, et ils sont briefés donc, par 2 Game Masters qui font partie de la société Happinov, qui là leur racontent l'histoire, ils sont déguisés, etc. Donc il y a une petite mise en scène à ce niveau-là. Et du coup, après, les gens, il y a 2 versions, donc, ce qui permet aux équipes de jouer en même temps sans se croiser. Ils peuvent choisir le tableau qu'ils veulent interroger en premier, etc. Donc on peut avoir un nombre d'équipes, on peut avoir à peu près 10 équipes en même temps sur une même plage horaire. Donc ça permet d'accueillir pas mal de monde en une soirée. Hop. Donc l'interface du jeu se présente comme ça. Donc ça c'est l'espèce de moniteur principal avec le timer en haut. Donc les gens ont 1 heure, pas 1 minute de plus. Du coup, après, il y a des... Donc, je ne vais pas vous le montrer en réel, mais il y a des boutons donc, capture et prisme qui permettent de faire des choses différentes. Et en fait, tout fonctionne avec une technologie de capture d'image. Pour aller, en fait, les tableaux sont... C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Les gens doivent retrouver les tableaux à interroger. Et dès qu'ils sont en face du tableau, avec la caméra, le tableau est reconnu et les énigmes se mettent en œuvre. Donc il y a différents types d'énigmes. Il y a par exemple un Jean-Jacques Caddy où l'iPad parle et il faut courir, enfin suivre les instructions, etc. Il y a des choses en réalité augmentée où il faut du coup se trouver devant les bons tableaux, scanner bien les tableaux et des instructions apparaissent pour aller d'un tableau à l'autre. Et bon, et après il y a des énigmes beaucoup plus intellectuelles, enfin remettre des choses en place, logiques, etc. Mais on a quand même essayé, entre ces énigmes, de mettre des petits contenus de médiation. Donc c'était un peu l'enjeu aussi de l'escape game. C'était d'essayer d'en faire et un outil ludique et un outil de médiation. Donc reste à voir si ça aura marché, mais ça c'est un autre problème. Et du coup, on a comme ça des petites phrases, donc pas plus de 3 lignes, assez écrites un peu moins scientifiquement que ne l'aurait fait notre conservatrice, mais du coup qui permettent de replacer un peu le musée dans un contexte, parce qu'en général, a priori, les gens qui sont venus n'avaient jamais mis les pieds dans le musée, et l'escape game ne permet pas non plus de faire une découverte du musée, de son histoire, et de comprendre bien ce qui est présenté, et l'histoire du lieu, etc. Donc, concernant la création, j'en parlais tout à l'heure rapidement, c'est un partenariat entre le musée ENER et Happinov. Donc, le partenariat avait déjà été monté pour le jeu de piste. Donc là, le partenariat est relancé pour l'escape game. Donc il fonctionne... Happinov a créé tout l'escape game, donc gracieusement. Donc, ce qui fait que ça a mis un peu de temps puisqu'ils l'ont fait en dehors de leurs activités quotidiennes. Donc ils ont développé tout le graphisme. Les énigmes, ils ont repris après à peu près ce qu'on avait fait dans le jeu de piste. C'était une bonne base pour recommencer l'escape game. Donc voilà, ça c'est le travail de leur côté qui nous... on a eu un regard sur les petits textes, etc. Mais sinon, c'est eux qui ont choisi l'esthétique, etc. Et nous, on met à disposition le musée en entier, ce qui permet de proposer 3 types d'événements. Donc les événements grand public, ce qu'on a fait le 6 avril, donc là ouvert à tous, les gens achètent leurs billets, ils viennent, etc. Le musée s'occupe de la partie, d'ouvrir le musée, de gérer la surveillance, etc. Et Happinov s'occupe et du matériel numérique et de l'animation, donc là, ce qu'on voit avec les 2 filles, pour lancer le jeu, etc. Donc ils gèrent vraiment tout ça. Ils gèrent aussi s'il y a des indices à donner, etc. Donc ça, c'est eux qui ramassent la billetterie et ils nous reversent une part au minimum du prix du billet d'entrée du musée, au mieux un peu plus. Donc là, c'est vraiment gagnant-gagnant. Nous, on a des gens qui viennent, on n'est pas perdants, et voilà. Et eux, ils peuvent vendre à plus grande échelle leur jeu. Et sinon, Happinov, en fait, est une société qui est couplée à une autre société qui s'appelle Les Coques en Pâte, qui est une société de team building, qui propose aux sociétés des jeux divers et variés, des escape games, mais aussi des quiz, des cours de cuisine, des choses comme ça. Et en fait, eux vont rentrer l'escape game dans le musée ENER, dans leur catalogue, et vont le vendre soit à des groupes, des sociétés sur les horaires d'ouverture du musée. Donc là, ils vont vraiment juste réserver un créneau et payer le billet d'entrée du musée. Et les sociétés, les groupes pourront venir jouer au quotidien comme ça. Et sinon, la troisième possibilité que nous offre cet escape game, c'est de pouvoir aussi le proposer en privatisation, ce qui pour le musée est aussi important en termes
termes financiers, et c'est donc une proposition un peu ludique, etc., pour des sociétés qu'on n'aurait pas forcément touchées sur ce genre de formule, parce que bon, c'est quand même un petit peu typé, le musée, c'est pas non plus pour des sociétés très jeunes et très dynamiques. Donc là, ça va nous permettre de faire ça, et du coup, Happinov va vendre son jeu, et nous, on pourra accueillir les groupes sur des horaires de privatisation. Donc pour la première session, on a réussi à accueillir plus de 80 personnes avec une communication plus que minimale. En fait, la première session, c'était une session de test. Il fallait qu'on fixe une date pour finir le jeu, qu'on lance l'escape game, sinon on ne l'aurait jamais lancé, je pense. Donc la communication était sans budget et assez artisanale, donc à base de communiqués de presse, de réseaux sociaux, de sites internet, de bouche à oreille, de tout ce qu'on veut. Donc on n'est pas mécontent d'avoir eu 80 personnes par rapport à la fréquentation du musée, etc. Ce sera à améliorer pour la fois prochaine. Mais ce qu'on a pu faire grâce à Lucie, du coup, qui est étudiante en Master 2 de médiation culturelle à l'École du Louvre et qui fait son mémoire sur l'escape game, qui est en stage chez nous, on a pu avoir une petite étude de public pour la première de l'escape game, et du coup quelques résultats, et je vais laisser Lucie vous les présenter. Voilà, alors il y avait déjà eu des études au musée, donc j'ai pu comparer à ce qui avait déjà été fait sur le public habituel, sur le public événementiel. Je vais commencer par les points positifs, et il y a un point très positif, c'est que d'habitude on a 70% de plus de 45 ans à peu près, et là cette fois-ci l'âge moyen, c'était autour de 30-31 ans, donc c'est vraiment un vrai rajeunissement, ça il n'y a pas de doute. On a aussi réussi à élargir le public géographiquement, comme Eva disait, c'est un musée dans le 17e arrondissement, un petit musée. C'est un musée de quartier qui touche surtout les habitants de l'arrondissement. Et cette fois-ci, on a réussi à avoir plus de 2 fois ce qu'on avait, qui venait de région parisienne, mais hors Paris. Donc c'est même pas hors 17e arrondissement, c'est hors Paris. Donc c'est assez chouette que le musée ait pu toucher un public beaucoup plus large aussi géographiquement. Un point très positif, c'est que l'escape game aussi a été très recommandé. Les personnes qui ont joué étaient vraiment très positives. Et 62% des personnes ont déclaré vouloir revenir au musée. Alors ça, j'ai commencé forcément par le plus positif, c'est vraiment, on est très content du résultat, mais c'est quand même à nuancer, parce que 62% c'est bien, mais c'est un peu moins que ce qu'on avait eu sur d'autres événements. Et si l'escape game est très recommandé, le musée l'est un petit peu moins. Mais après, ça dépend aussi du type d'événement. On avait eu ce genre d'enquête aussi sur des concerts, des dégustations de vin, on avait plus le temps de regarder les espaces du musée. Là, on les regarde différemment, donc c'est peut-être pour ça que les gens pensent surtout à l'escape game et moins au musée. Mais voilà, c'est la toute petite nuance, sinon on a globalement quelque chose de très satisfaisant. Et une des pistes à développer pour la suite, ce serait le public adolescent, parce qu'on a eu quelques adolescents qui étaient venus, qui étaient très satisfaits, vraiment très enthousiastes, mais il n'y en a pas eu beaucoup qui sont venus. Donc la prochaine fois, ce qu'on va essayer de faire, c'est peut-être d'essayer de les toucher un peu plus par la communication, ou voilà, essayer de faire venir ce public-là. Voilà, en quelques mots. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions à propos de cet escape game? Merci. Bonjour. Je trouve l'initiative super et je trouve ça génial que vous ayez envie que ce soit partagé, que j'en communique. Mais j'ai déjà fait des escape games et je sais d'expérience que les organisateurs confisquent les téléphones, empêchent les appareils photo, choses comme ça, parce qu'il ne faut pas spoiler les énigmes, quoi. Pour les futurs visiteurs, du coup, comment vous réglez cette espèce de contradiction entre... Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Vous avez envie que les gens qui sont venus faire l'escape room communiquent et partagent et soient prescripteurs, sans forcément spoiler les énigmes. En fait, pardon. Tout est vraiment lié à la technologie de reconnaissance d'image. Donc en fait, si vous n'êtes pas... en fait, c'est et la reconnaissance d'image et ce qu'il y a dans le carnet que je vous ai montré, etc., qui sont essentiels pour le jeu, et c'est hyper compliqué de spoiler en fait l'escape game. Enfin, ou alors il faudrait vraiment que vous filmiez tout ce que vous faites pendant le jeu. Et pour prendre un exemple, il y a même eu un escape game au musée Cernouski, qui est à côté de notre musée à Paris. Il y a eu une vidéo de blogueurs qui sont en train de faire l'escape game, etc., et qui montrent même les énigmes qu'ils résolvent, hein. Mais je pense que ça ne nous aiderait pas à résoudre ça. Jusque-là, on n'a pas eu de souci,
Et vu que les gens ne connaissent pas le musée, etc., même moi, on m'avait expliqué des choses avant que je le fasse, que je n'ai pas fait dans les premières, honnêtement, toute seule, j'y serais jamais arrivée, en connaissant le musée. Donc, bon. Bonjour, moi j'ai 2 petites questions. On parle beaucoup de numérique en termes d'innovation et comme un moyen de créer une expérience pour le visiteur, mais on sait aussi qu'on a des visiteurs qui sont réfractaires à ce genre d'expérience-là. Comment vous arrivez à articuler l'escape game et la visite, on va dire, classique au sein de votre musée ? Est-ce qu'il y a des créneaux dédiés à l'escape game et à un moment donné, il y a des créneaux vraiment dédiés à une visite classique ou... Alors là, pour l'escape game grand public, c'est hors horaire d'ouverture du musée. Donc c'est le soir, après la fermeture, etc. Ou alors vraiment un peu en décalage, etc. Sinon, le musée NR n'a pas une fréquentation exceptionnelle. Donc il y a quand même de fortes chances qu'il n'y ait pas grand monde au moment où vous le faites. C'est pas très invasif, il y a un peu de musique à un moment, mais ça reste du Debussy, c'est joli. On n'a pas encore testé les groupes en horaire d'ouverture, parce qu'on vient de le lancer. À voir, a priori, ce sera peut-être pas plus invasif qu'un groupe de personnes en train de parler entre elles. Enfin, je sais pas. À voir. Ok. Et deuxième question, alors plus transversale au niveau des intervenants. On sait que sur ce genre de dispositif, un des risques, c'est que l'application numérique prenne le dessus sur l'œuvre. Et ça, c'est une grosse problématique de découverte d'une collection de musée. Comment vous gérez ça les uns les autres pour que ça reste un complément d'expérience et non pas quelque chose qui remplace la visite elle-même? Alors, je vais peut-être répondre très rapidement en première. Je dirais que dans notre cas, le problème ne se pose pas puisque nous n'avons pas d'application numérique, nous, dans notre jeu. Donc, c'est un jeu vraiment avec... Physique. Physique, exactement. Ouais. D'accord. Oui, et pour nous, bon, il n'y a pas de collection, mais les applications numériques servent à présenter les énigmes, à mettre dans l'ambiance le son, toute la technologie pour pouvoir suivre les joueurs. Mais toutes les énigmes peuvent se faire pour des gens complètement réfractaires au numérique. Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas d'application de visite ou quoi que ce soit pour la visite en général. Donc l'escape game a vraiment été conçu comme quelque chose un peu ad hoc, qui est vraiment ludique et qui prend certes place dans le musée, qui permet de découvrir des œuvres, mais, et c'est tout le travail du mémoire de Lucie aussi, c'est de savoir si, et on n'a pas la réponse encore, de savoir si c'est vraiment un outil de médiation ou si c'est quelque chose de ludique qui prend place dans un musée, qui permet d'amener les gens dans un musée, mais qui, alors, on l'espère, sur une partie va les titiller pour revenir ou découvrir plus le musée, ce qui n'est pas impossible après l'escape game d'ailleurs, mais peut-être qu'une partie de ces visiteurs viennent juste pour une sorte d'expérience dans un lieu un peu inhabituel et ne retiendront peut-être que le nom du musée, si ce n'est peut-être rien du tout. Mais c'est à définir et c'est là toute la problématique aussi de ce genre de choses en musée. Le jour où on l'a testé quand même, c'était en soirée et il y avait des groupes qui partaient en différé et il y en a certains qui avaient déjà fini, qui voyaient d'autres groupes partir et qui disaient est-ce qu'on peut quand même retourner dans les espaces. Donc il y en avait quand même qui avaient vraiment l'envie de refaire les espaces qui sont un peu... Enfin il y a quand même forcément la curiosité, il y en a 2-3 qui ont refait le tour et le jeu quand même attire à vraiment s'arrêter sur des détails des œuvres. Donc voilà, dans tous les cas ça reste assez positif. Bonjour, alors merci pour la présentation, c'était très clair. Il y a 2 dimensions dans l'escape game que je ne retrouve pas dans ce que vous avez présenté. Déjà la notion de on est coincé quelque part, parce que l'escape game c'est qu'on est coincé quelque part et qu'on doit sortir. Et la dimension collaborative, parce que pour un escape game en général on est en équipe et on travaille en équipe pour sortir.
Et là, dans ce que vous avez présenté, j'avais plus l'impression d'un jeu de piste, d'une enquête, que d'un réel escape game. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça? Merci. Alors oui, c'est toute la subtilité de ces escape games en milieu culturel, qui en effet, on ne peut pas enfermer les gens. Donc oui, quelque part, on joue aussi sur les mots, et bon, on n'est pas les seuls à le faire. Hein. La question s'est posée de savoir comment appeler ça. Après, bon, voilà, on a été dans une dynamique avec Apinov aussi, qui a l'habitude de ce genre de choses. Mais bon, après, voilà, je suis d'accord avec vous. Le musée n'est pas fermé à double tour, et si vous voulez vous en aller en plein milieu, vous pouvez. Pour la dimension collaborative, elle existe. C'est compliqué de comprendre exactement comment fonctionne le jeu. Honnêtement, tout seul, déjà, c'est impossible il y a des choses à trouver via la tablette, via les livrets, etc. Enfin, c'est compliqué à définir comme ça en parlant, mais il y a une vraie nécessité d'être en équipe pour réussir le jeu. Ça, c'est certain. Merci beaucoup. On va passer du coup à l'intervention suivante. Donc, le 13e jeu du musée des Bastides de Montflanquin, à Nathalie Donlongi, je prononce bien, secrétaire générale de la mairie de Montflanquin, et Janaïne Golonka, qui est consultante en médiation culturelle et rattachée au laboratoire l'Erasmix de l'Université de Toulouse 3. Oui, bonjour à tous. Dans notre présentation, en fait, on va plus insister, nous, sur la façon dont on a construit ce jeu, plus que sur le contenu lui-même. Il n'est pas très loin, il est à 2 heures de route d'ici. Je vous invite à venir jouer plutôt, ce sera plus intéressant. Et puis, voilà, donc on est plus dans la façon dont on l'a monté, dont on l'a créé en collaboration avec l'agence Quandica et Échappe-toi, qui est donc une société sur Bordeaux. Donc, un petit rappel, Montflanquin est une bastide du 13e, 2400 habitants. C'est pour vous donner un petit peu l'idée qu'on peut faire des escape games même dans nos villages ruraux. Paris, voilà, n'est pas le seul endroit où on peut faire des jeux, heureusement. Nous avons, Montflanquin est un village classé, plus beau village de France, station verte de vacances, ville et village fleuri et commune touristique. Notre activité est principalement basée sur l'agricole et le tourisme. Le côté agricole et touristique est très, très important. Et donc, c'était important pour nous de pouvoir développer ce jeu innovant chez nous. Donc, voilà un peu l'idée. Nous avons donc un musée des Bastides qui retrace le phénomène des Bastides. Pareil, je ne reviendrai pas dessus. Vous avez des spécialistes dans la salle qui pourront vous en parler longuement. Mais en 90, la commune a investi dans un musée. Qui retrace justement tout ce phénomène-là et qui parle principalement de Montflanquin, bien évidemment, mais tout le phénomène en général des Bastides. Voilà. Il est dans l'office du tourisme puisque les communes avaient à l'époque la compétence touristique, donc nous l'avions installé. Il est toujours d'ailleurs dans l'office du tourisme. Depuis, les choses ont changé. La compétence touristique a été passée chez nous à la communauté des communes il y a quelques années, mais le musée est resté et le musée également est passé en compétence intercommunale. Le projet, je vous laisse. Alors c'est parti aussi d'un constat qu'effectivement le musée n'avait pas une fréquentation aussi développée, parce que finalement il y a beaucoup en fait, de touristes sur la commune, pas tant que ça au musée, et il y a un vrai constat qui est que les 15-35 ans ne viennent pas au musée. Donc ce projet il est venu donc, de l'Office du tourisme de Claire en septembre 2016. Et l'idée a fait son chemin petit à petit, et nous on s'est rencontrés en décembre 2016. Et donc on a commencé à réfléchir, c'est passé à peu près 3 mois. Et donc on avait comme objectif à la fois de faire connaître l'histoire des Bastides par le jeu. C'était vraiment important de faire rentrer le jeu pour parler à un public jeune, pour rendre cette visite vraiment active, ludique. On avait aussi l'objectif évidemment de valoriser ce musée, de développer les publics et évidemment de produire de nouveaux dispositifs de médiation. Voilà. Alors donc dans l'équipe on avait donc toute la mairie de Montflanquin, l'agence Quandica, Échappe-toi qui est en fait Échappe-toi a des escape games à Bordeaux mais aussi aux États-Unis et au Canada.
En fait, nous, on a commencé à chercher, on a cherché les grandes boîtes, mais c'était trop cher, vraiment trop cher. On a commencé à chercher en local, à Toulouse, on a trouvé des petites boîtes, mais bon, on voulait quelque chose de plus qualitatif. Donc finalement, on s'est retourné vers Bordeaux et on a été mis en contact avec Échappe-toi. Et donc on a aussi travaillé avec 2 chercheurs. Ils sont Patrick Fraisse, qui est maître de conférence ici présent dans la salle, qui est à la fois chercheur en communication, sciences de l'infocom, et aussi spécialiste des Bastides, donc ça tombait bien. Et Jessica de Biveran, qui est ingénieure de recherche en valorisation du patrimoine à l'université Bordeaux-Montaigne. Pour nous, c'était important vraiment d'être suivis et on a aussi mis en place une étude de public dont nous n'avons pas encore les résultats puisqu'elle est encore en cours. On attend aussi d'avoir passé la saison de l'été. Voilà. Je continue. Allez. Alors sur le jeu, en fait, donc le concept, c'est de retrouver Archibald, qui est un historien spécialiste des Bastides, qui a disparu lors des travaux de rénovation du musée. Donc on a joué un petit peu sur la fiction, mais c'est une fiction historique. Et on a aussi donné beaucoup de place au maître du jeu qui fait vraiment partie de l'expérience, qui est en fait une sorte de mage qui prend plusieurs apparences et qui va guider en fait les joueurs pendant l'expérience, pendant le jeu, qui va leur donner des indices, mais qui fait aussi vraiment partie intégrante du jeu. Donc on a vraiment mis, nous, l'accent sur le débrief en termes de médiation, considérant que, alors oui, dans le jeu, on est dans le jeu, justement, on joue, on regarde, on manipule, etc. On n'a pas forcément le temps de prendre du recul sur ce qu'on voit. Et donc pour nous, c'était vraiment important de travailler sur le débrief. C'est après le jeu où on va faire le lien en expliquant en fait aux joueurs qu'est-ce qu'ils ont vu, quel effet historique, l'histoire des Bastides, l'histoire de Montflanquin, etc. Donc en fait, on a finalement des comédiens, enfin des maîtres du jeu qui sont aussi comédiens, qui sont un petit peu médiateurs au final. Et on a développé aussi toute une communication, on va dire storytelling transmédia, pour aller un petit peu plus loin dans l'immersion, pour développer aussi l'univers du jeu. C'était le 13e jeu, donc on a développé les 12 jeux qui venaient avant. Oui, dans le... Okay. Donc en fait, nous on est parti d'une collaboration avec l'Office du tourisme en se disant bon, ce que l'on souhaitait, quelle était notre idée. On est collectivité territoriale, donc c'est pas du tout notre domaine d'activité, pour être très clair. Mais on s'est dit bon, nous on a envie de se lancer dans cette aventure. Qu'est-ce que l'on peut faire? Donc on a lancé donc toute cette première phase de recherche avec évidemment l'évaluation des besoins, ce dont on a parlé, tout le cahier des charges classique, enfin tout le déroulé classique du projet. On a lancé la consultation et nous avons fait des recherches de financement puisque ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux 26 000 €, il faut savoir que 50% sont financés par les fonds leaders et fonds européens et 30% sont financés par le département et la région. Donc en fait, c'est un partenariat qu'on a développé de suite par rapport à ça. Dans le lancement, allez-y. En fait, on a, au final, donc, il s'est passé plus d'un an. Plus d'un an, oui, pratiquement tout à fait, entre le début de la réflexion, donc en septembre, et on a ouvert l'Escape Game en octobre dernier. Donc, nous, on a travaillé sur le développement du concept, la stratégie de communication. Alors le concept, à peu près, on va dire sur 3 mois, le temps donc on a eu beaucoup d'échanges. J'ai été plein de fois à Montflanquin, et c'est vraiment une Bastide magnifique. Je vous invite vraiment à y aller. Non, mais c'est vrai. Et voilà. Et ensuite, c'est vrai que la stratégie de communication, après, on a travaillé tout le long et ça n'a pas été évident parce qu'on a cherché à s'adapter au maximum au développement du jeu, aux évolutions du scénario. Voilà, donc on a accompagné vraiment tout le long du projet. La création vraiment du jeu, la production, ça a duré 3 mois à peu près, tout l'été. Et donc on a ouvert le 1er octobre 2017. On a lié l'ouverture de notre Escape Game à un événement que nous avions organisé sur 4 Bastides lot-et-garonnaise et de Dordogne, qui s'appelait la Ronde des Bastides en fait. Et donc c'était l'idée de pouvoir expliquer, présenter les Bastides à des personnes qui voulaient connaître un petit peu ce phénomène-là, et on a lié l'ouverture à cet événement sur un week-end.
C'était un choix aussi. Oui, tout à fait. C'était un choix parce que c'était une première, c'était un petit projet, on ne savait pas trop comment ça allait évoluer, on s'est posé beaucoup de questions et on s'est dit que finalement on préférait attendre la saison d'été, ouvrir tranquillement en octobre, laisser le temps en fait aux comédiens, aux maîtres du jeu, au musée, à toute l'équipe en fait finalement de se roder voilà, tranquillement pendant l'hiver et puis de mettre les choses en place pour la prochaine saison. Tout à fait, ce qui est vraiment le cas puisque là on a quand même des résultats plutôt encourageants au niveau de la fréquentation. Il faut savoir que le musée, vous parliez de 16 000, nous on est à 2 000 à l'année. Hein. On a 2 000 visiteurs du musée à l'année. Il faut savoir que depuis octobre, on est à 300 joueurs, dont 80% de personnes du territoire, ce qui pour nous est important, puisqu'on a vraiment 80% de gens qui n'avaient jamais mis les pieds au musée et des gens du territoire. Donc c'était vraiment ça représente quand même 10% de plus d'augmentation de fréquentation du musée, ce qui était intéressant pour nous, voilà, dans toute proportion gardée évidemment au niveau des chiffres. Au niveau des retours d'expérience, ben voilà, on peut, les petites notes. Voilà. On a fait un petit peu des statistiques sur les... Alors, le jeu est ouvert pour un groupe de 10 personnes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, même si c'est ouvert 10 personnes, souvent c'était des groupes, des personnes qui se connaissaient et qui jouaient ensemble. Donc à peu près en moyenne, on est à 5-6 personnes par jeu. Ce qui fait notre force dans ce contexte, c'est notre réactivité, c'est-à-dire qu'on peut réserver un jeu 2 heures à l'avance. Nos maîtres du jeu sont des personnes qui sont du territoire, sont mobilisables en 2 heures, c'est-à-dire que vous pouvez arriver et dire je suis dans le coin, je vois le jeu, je veux jouer, je joue en 2 heures, vous pouvez jouer. Ce qui fait qu'on a cette réputation de réactivité. Les gens viennent, voilà, c'est pratique, c'est plutôt innovant. On a, je disais, 300 personnes qui ont joué depuis octobre. On est dans une saison creuse touristique pour nous. Et là, on se rend compte depuis à peu près un mois que le jeu prend de l'ampleur. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de joueurs, de plus en plus de personnes qui viennent, parfois avec des délais très courts de réservation, ce qui, pour nos maîtres du jeu, peut être problématique. Donc là, on est dans la réflexion de se dire il va falloir que l'on forme des maîtres du jeu parce que la société Échappe-toi a véritablement formé ses maîtres du jeu. On n'a pas juste lâché nos comédiens comme ça sans leur donner une idée de ce que l'on attendait d'eux. Donc il y a vraiment eu une formation de nos maîtres du jeu. Donc là, ce qui veut dire que maintenant, on est dans une deuxième phase, qui est l'augmentation du nombre de fréquentations avec la formation des nouveaux maîtres du jeu. Dans les écueils un petit peu de la création de ce projet, je dirais qu'on est plusieurs partenaires sur ce projet, donc Commune de Montflanquin, communauté de communes, Office du tourisme, Échappe-toi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, pour être très honnête, à gérer tous ces multiples partenaires. On est en train de remettre un petit peu, pas à plat, mais on est en train de rediscuter un petit peu de notre collaboration, notamment avec l'Office du tourisme, puisqu'en fait, le musée est fermé pendant... J'ai eu une question tout à l'heure par rapport à ça. Le musée est fermé durant les escape games. Ça a été un choix de l'Office du tourisme pour justement ne pas perturber la visite du musée. C'est peut-être quelque chose que l'on va changer dans les mois à venir. Bon voilà, on est un peu en phase de rodage encore. On est en train de travailler un petit peu sur tout ça. Donc voilà. Quoi dire de plus? Je ne sais pas. Je rebondis sur ce que tu dis. En même temps, c'est bien justement d'avoir ce temps justement de roder les choses pour aller le plus loin possible finalement dans l'expérience. On sait qu'un escape game évidemment a une durée de vie entre guillemets un peu limitée, puisqu'une fois qu'on l'a fait, on a vu le scénario une fois, on va pas le refaire. Donc effectivement, dès le départ, on s'est posé la question de est-ce qu'on fait un scénario, enfant, public, adulte, etc. Là, on s'est dit on va commencer par un scénario, ce sera déjà bien. On a plutôt sur les conseils d'Échappe-toi, décider finalement de réouvrir un petit peu le jeu, pas d'enfermer les gens dans une salle, mais finalement dans le musée. Et donc voilà, c'est aussi quelque chose qui va se développer, qui est un peu expérimental finalement. Oui. Et je pense que c'est bien aussi. Et surtout, je voulais rappeler un peu votre expérience à vous au niveau du musée à Paris, c'est qu'on a créé un jeu en utilisant au maximum l'existant du musée, c'est-à-dire qu'on a utilisé toutes des pièces qui existaient, des maquettes qui existaient, des armures qui existaient, des choses. Ça a été vraiment une réutilisation
du musée de façon à pouvoir s'approprier aussi ce lieu. Pas juste poser des choses qui étaient incongrues dans ce musée, mais vraiment reprendre des éléments du musée. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va passer au temps de questions. Donc, on va poser les questions peut-être spécifiquement pour cette intervention, et puis après, on aura quelques minutes si vous voulez revenir peut-être sur les précédentes. Moi, j'en ai une rapidement, en fait, pour avoir pratiqué plusieurs fois des escape games en mode de loisir, vraiment entre amis. On chamboule tout, on touche tout, on soulève, il faut trouver les codes, etc. Donc, bon, peut-être pas vous forcément, puisque c'est de l'interactif et du multimédia. Vous l'avez vraiment créé, donc j'imagine que c'est vraiment manipulable. Mais du coup, ça investit les collections de votre musée. Donc, comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a des objets qui sont manipulables, ou bien vous avez bien cette consigne en début qui est attention, les objets, vous les regardez, voilà. En fait, il y a les deux, en fait, finalement. Il y a les deux. Il y a, par exemple, donc c'est ce que disait Nathalie, il y a les maquettes du musée, donc on peut faire pivoter, par exemple. Alors, je vais essayer de pas trop dévoiler, au cas où... c'est toujours un peu la difficulté sur l'escape game, on peut pas trop en dire sur le contenu. Mais donc, il y a ça, par exemple. Effectivement, les armures, il y a des choses à observer vraiment dans le musée. Donc, dans l'espace de jeu, mais aussi vraiment dans tout l'espace de visite où il y a les collections. Donc, c'est vraiment un jeu d'aller-retour, en fait, entre les deux. Dans la création, enfin, en ce qui nous concerne, on parlait du déroulé du jeu. Nous, c'est sur 1 heure. Le jeu dure vraiment 1 heure. Un quart d'heure de débriefing qui, pour nous, est très, très important, puisque on a à peu près 10% de réussite au jeu. Et le faible pourcentage de réussite n'est pas conditionnel à la réussite de l'expérience du jeu. C'est ça qui est paradoxal. On peut, entre guillemets, ne pas sortir du jeu et pourtant en être ravi. Ça n'a rien à voir avec la réussite, en fait. Au-delà de ça, on a, nous, systématiquement de la maintenance qui est faite par nos maîtres du jeu, qui ont été formés pour ça. De la maintenance après chaque jeu. Et après 1 semaine de fonctionnement, on a également de la maintenance moyenne. Enfin, tout ça, c'est à mettre en place dès le départ. C'est-à-dire, il faut savoir ce que vous décidez, ce que disait Janaïne, par rapport à ce que l'on manipule et ce que l'on ne manipule pas. Et de toute façon, il y a de la maintenance derrière à faire et à le prévoir. Parce que ça peut être lourd au bout d'un moment. On ne peut pas se permettre, et je pense que c'est votre cas, à ce que quand un groupe rentre, tout doit être fonctionnel. Donc voilà, ça c'est important de le dire aussi. D'accord, d'où l'importance du maître du jeu, du coup, vraiment sur l'organisation de tout ça. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, dans la salle? Je sais qu'il y avait monsieur au fond, mais c'est pour les interventions précédentes. Donc là, spécifiquement sur ça. C'est pour les deux personnes qui ont intervenu sur les escape games dans les lieux permanents, on va dire. Parce que par exemple, Cap Science, qui a organisé Luminopolis, ils le font sur toute la journée. C'est leur exposition temporaire. Donc, tout est fait et mis en œuvre pour accueillir du public tout au long de la journée. Là, dans votre cas, ça demande des moyens supplémentaires, des personnes qui viennent, l'ouverture en dehors des horaires, le personnel supplémentaire. Ça veut dire des coûts supplémentaires. Alors, comment vous gérez ça? Est-ce qu'il y a une tarification spéciale de ces événements? Ou est-ce qu'on achète j'imagine que ce n'est pas le billet normal. Oui, c'est un tarif séparé. Nous savons, pour que le jeu, entre guillemets, ne perde pas d'argent, il nous faut 4 personnes pour le jeu. Donc, on ouvre le jeu quand nous avons 4 personnes qui jouent. Et ce sont les maîtres du jeu chez nous. Quand le musée est fermé, ce sont les maîtres du jeu qui ont la clé du musée, qui ouvrent, qui prennent en intégralité, qui prennent en main le jeu du début à la fin. Donc il reste 2 heures sur le site. Il arrive, voilà, le temps du jeu. 18 € par adulte. Ouais. Et 15 pour les enfants. Alors nous, c'est pareil, c'est payant, c'est en dehors des activités du musée. Donc là, c'est vraiment la société dont je parlais, Apinov, qui gère la billetterie. Les tarifs vont de 23 pour une équipe de 4, 23 par personne pour les équipes de 4 personnes, et c'est plus cher si les gens sont moins nombreux. Et du coup, en coût extérieur, il y a le personnel de la société qui vient pour l'animation. Donc ça, je pourrais pas vous dire combien ça leur coûte, mais ça leur coûte. Donc ça, c'est couvert normalement par la partie de billetterie que eux récupèrent. Et nous, on fait abstraction de la privatisation, entre guillemets, du musée.
puisque c'est un partenariat, etc. Mais nous, on prend en charge donc, les équipes de surveillance du musée qui sont là en soirée. Et normalement, on essaie de couvrir ça avec la partie qui nous revient aussi en billetterie. Donc voilà. Alors, il y avait une question ici, et puis... non, d'accord, très bien. Monsieur, vous voulez toujours poser la question? Non, ah, d'accord, bon, mais est-ce qu'il y a des questions, du coup? Oui. Merci. C'est une question qui porte sur la dernière intervention. J'aimerais savoir qui sont vos maîtres du jeu, comment vous les avez recrutés et si vous les rémunérez, comment, voilà, des choses très pratiques. Oui, alors nos maîtres du jeu sont des comédiens que nous avons recrutés par l'intermédiaire de nos propres réseaux, ni plus ni moins. Roger Louret, je ne sais pas si ça vous parle, voilà, qui avait un théâtre sur Montclar, Les Baladins en Agenais, voilà, qui avait un théâtre proche de chez nous, et donc on est passé par ce réseau-là. Donc ce sont principalement des comédiens qui ont travaillé avec lui, et puis on a la chance d'avoir un trublion local qui s'appelle Janouille la Fripouille, et qui est comédien et qui est conférencier et guide, et qui nous aide aussi pour l'escape game, et qui est là et qui est de Montflanquin. Donc on a cette chance-là, et c'est pour ça qu'on est très réactif aussi, c'est-à-dire que voilà, il est présent souvent, et il peut réagir vite quand on a des réservations. Alors après, nous avons délégué complètement la gestion de ce jeu à la société Échappe-toi. Au départ, ça devait être une collaboration avec l'Office du tourisme, et l'Office du tourisme nous a dit clairement on n'est pas en capacité de gérer. Ça leur paraissait trop compliqué à gérer. Donc c'est la société qui a créé le jeu, qui a monté le jeu, qui maintenant gère le jeu à distance. Ils sont sur Bordeaux et ça se passe plutôt bien. Voilà, ils gèrent la billetterie, ils gèrent l'encaissement, ils gèrent tout ça, et nous avons une convention avec eux, une convention de partenariat avec eux pour la gestion, et c'est eux qui financent leurs comédiens. Ça ne passe plus par nous du tout depuis janvier. Il y avait quand même cette demande d'avoir un ancrage local. En fait, c'est aussi important de stimuler un petit peu l'activité locale, à commencer par aller chercher des personnes qui sont sur place. Voilà, ça c'était aussi vraiment une demande qu'on a eue avec Échappe-toi, parce qu'on s'est beaucoup posé la question. Échappe-toi a toute une armée de médiateurs, de maîtres du jeu, pardon. Donc voilà, mais au final, on a choisi cette solution, et c'est, je pense, la meilleure. Ouais. Alors est-ce que vous voulez intervenir, peut-être les autres participants ou pas? Oui, non? Oui, moi j'ai juste une information à donner en primeur. C'est que avec Science Animation, qui est une autre association toulousaine, nous avons été mandatés par le ministère de la Recherche et le ministère de la Culture pour créer un escape game téléchargeable pour les médiathèques dans le cadre de la fête de la science qui va arriver. Il faut savoir que chaque année, le syndicat national de l'édition édite un petit livre de sciences qu'il distribue dans toutes les médiathèques de France. Et ce petit livre ne vit pas beaucoup, donc ils nous ont contactés pour qu'on fasse quelque chose pour le faire vivre. Donc on leur a proposé de faire un jeu. Donc ils ont voulu qu'on fasse un escape game. Donc là, le local, ça sera la médiathèque. Il faudra s'échapper de la médiathèque. Je ne vous donne pas l'énigme parce qu'encore, elle est en train de se construire. On n'a pas le droit de le diffuser. Mais sachez qu'au moment de la fête de la science, toutes les médiathèques de France pourront télécharger un jeu à mettre en place dans leur médiathèque. Voilà. Pour ça, on travaille, et ça sera aussi bon pour les CDI des établissements scolaires. Et pour ça, on travaille avec plusieurs médiathèques de la région de Toulouse, enfin d'Occitanie, pour monter ce projet. Très bien, ben, merci beaucoup. J'avais une petite question. Pardon, alors, il y a qu'on passe peut-être à la... Pardon, excuse-moi. Par rapport à Échappe-toi, vous avez parlé d'un partenariat. En quoi consiste exactement le partenariat d'un point de vue juridique? Est-ce que c'est après un appel d'offres ou une consultation?
Et est-ce que la société en question perçoit l'intégralité des recettes et vous reverse ensuite quelque chose? Juste si vous pouvez nous donner un petit peu le schéma juridico-financier. Oui, tout à fait. C'est une convention que nous avons passée avec Échappe-toi, sur lequel effectivement Échappe-toi est en charge de l'encaissement de l'intégralité des recettes, a des obligations d'entretien du jeu, de rénovation du jeu, enfin ça leur appartient, et ils nous reversent effectivement une partie de leur recette, 4%. Vraiment rapidement du coup, parce qu'on va Oui, déborder sur l'intervention suivante. Désolée. Toute petite question sur vos maîtres du jeu. Est-ce qu'ils sont présents dans le musée en même temps que les joueurs, ou est-ce qu'ils sont à l'extérieur et qu'ils communiquent avec les joueurs via des médias divers et variés? Ils sont dans le jeu. On a vraiment fait ce choix. C'est une proposition, et je dirais un petit peu une spécialité d'Échappe-toi. Mais c'est vrai qu'on s'est longtemps posé la question. Il y a deux choses. À la fois, ils participent au scénario, à l'immersion. À la fois, ça leur permet d'avoir vraiment un œil en direct sur les joueurs, pour le coup. Après, il y a tout un ensemble de stratégies qu'ils ont mis en place, finalement, pour ne pas gêner le jeu non plus, pour apprendre à gérer les relations avec les joueurs. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un parti pris, c'est un vrai parti pris. Ils sont costumés, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur personnage. Ils ont un personnage à jouer, c'est la raison pour laquelle ce sont des comédiens. Ils ont un personnage à jouer et ils sont en immersion vraiment dans ce rôle-là jusqu'au bout. Voilà. Très bien, mais merci beaucoup à vous toutes du coup, hein, c'était très féminin, cet escape game. Merci beaucoup pour ces interventions.